Comment comprendre l'Afrique dans sa vision anthropologique? Alors, merci à cette question posée par Soraya Karaoudi. Merci beaucoup. Ce livre ici, publié déjà en 2022, vous parle de cœur des immigrés. C'est ces livres ici, au cœur des immigrés. La question se pose dans ces livres, c'est homocentrisme ou postmodernisme. Parlant de l'homocentrisme, j'y soutire le terme homme. Homocentrisme, c'est un terme que j'ai soutiré surtout dans la philosophie palienne. Philosophie ainsi employée, c'est un philosophe, Louis Mpala Mbaboula, c'est un philosophe congolais. Il est encore en vie, professeur des universités et recteur actuel de l'université de l'ICASI. Nous sommes en République démocratique du Congo. Homocentrisme signifierait remettre l'homme au centre d'intérêt de toutes les activités qu'il faudrait dans ce monde. Au lieu de se classifier régionophobiste, mieux vaut être homophobiste, peut-être si ce serait mieux. C'est-à-dire, à l'époque, on se disait, moi je suis africain. L'Européen se disait, moi je suis européen. L'autre, je suis un asiatique. L'autre encore, je suis un Américain. Ben, c'est normal qu'on se dise ainsi, mais c'est révolu déjà. On doit se gêner si on se présenterait comme ça dans nos assemblées à venir ou actuelles. On doit se gêner typiquement. On se présenterait plutôt, je suis homme, tel. Ouais. Alors, l'homocentrisme, c'est au centre d'intérêt de l'homme qui cherche à vivre avec l'autre homme, qui ne voit pas en lui la couleur tout de suite ou les accidents. C'est typiquement une histoire de vivre avec l'autre comme une communauté. Ça, c'est un concept africain. Vivre avec l'autre comme un être humain, ben oui, ça c'est la religion nous implique cela. Et les religions africaines autochtones, antiques, avaient de pareilles déjà manières de vivre avec l'autre homme. Alors, la question dit la vision anthropologique aujourd'hui d'un Africain. Dans ses livres, je parlais de cet Africain. Africain anthropologique, anthropos, l'homme, et logos, l'étude de l'homme. Alors, quelle serait l'étude de l'homme aujourd'hui mise en étude? Quel homme spécifiquement? L'Africain. Alors, j'ai essayé de comprendre l'homme ici dans ces livres en 3 parties. Donc, j'ai essayé de comprendre l'homme que j'ai appelé un tout. Un tout signifie la personne. La personne, les personnes s'appelaient Bantou, mais une personne, un tout. Vous, quand vous venez en Afrique, vous trouvez cela déjà développé dans la langue, surtout Swahili. On appelle Mtu. Chez les Zoulous là-bas, c'est aussi Bantou, Mtu. Alors, Muntu. Alors, cela réfère à l'homme tout court. Alors, quelle est sa vision? Je comprends l'homme déjà dès le départ. Pour parler de sa vision, je le comprends d'abord en 3 catégories. L'homme précolonial, l'homme colonial et l'homme post-colonial. L'homme précolonial avait ses systèmes de résoudre ses problèmes habituels. Entre autres, quand il avait des fractures de main, l'homme utilisait des feuilles sauvages pour guérir ces fractures. Vous savez, chez nous, en Afrique, surtout quand je parle de l'Afrique, je parle de cette Afrique subsaharienne, ils avaient même des médicaments pour draguer une femme, une fille. Vous voyez, jusqu'à maintenant, par exemple, en Namibie, les autochtones namibiens qui habitent dans le désert de Namibie, ils ont, malgré qu'elles ne prennent pas bain, les femmes là, elles ont certains produits pour éviter l'odeur, c'est-à-dire l'existence du parfum existait déjà depuis dans les cultures locales et primitives. Alors, cet homme-là, si nous revenons chez nous, était un tradipraticien. Il avait tout en lui, c'est-à-dire il savait comment se gérer, comment gérer ses problèmes de santé.
problèmes aussi culinaires et ses problèmes aussi intellectuels. C'était un homme intellectuel parce qu'il savait résoudre ses conflits. Alors, revenons dans la tribu Tsotsa, tribu ethnie Tsotsa, dans laquelle Mandela a extirpé les termes Ubuntu. Vous vous souvenez? Alors, dans cette tribu, il y avait déjà le sens de l'humanité et le sens de comment gérer une querelle ou bien comment résoudre un problème entre les humains. Alors, pour résoudre les problèmes entre les humains, il a fallu l'intelligence, donc une capacité pour comprendre l'autre enfant, de lui permettre d'ouvrir la bouche. Parce qu'il y a certaines personnes, certaines têtes, ils ne sont pas faciles à comprendre, n'ouvrent pas facilement aussi comme ça leur bouche. Ce sont ces têtes-là qui sont fascinées par la capacité intellectuelle de l'autre. Comment vous tentez, par votre intelligence, l'autre à parvenir à étaler ses problèmes. Ouais. Alors, ils avaient leur système. Ils avaient des paillotes, des palabres, sous lesquelles les palabres s'étaillaient. Ouais. Alors, quand vous lisez notre ami, il s'appelle Amadou Ampateba, il vous donne déjà le système, par exemple, qu'il intelligemment comprenait la classe sociale. Comment parvenir à classer celui-ci c'est un enfant, celui-ci c'est un adulte, un adolescent, celui-ci c'est un jeune du cercle, du clan, et celui-ci c'est un adulte. Après l'adulte, celui-ci c'est un sage. Alors, comprendre cela, nous n'avons pas voulu, nous n'attendions pas seulement à l'arrivée des psychologues aujourd'hui du XVIIe siècle pour confirmer l'existence d'une intelligence pareille dans l'Afrique ancienne. Vous voyez. Alors, chez nous, l'enfance était déjà tout le monde qui participait dès la naissance jusqu'avant la circoncision. Celui-là faisait partie des enfants du village. Vous voyez, un enfant du village. Eh bien, à peine que l'enfant quitte ces stades-là, commence maintenant, après la circoncision, commence déjà disons que pendant cette période-là d'avant la circoncision, l'Africain suivait toujours son papa, s'il était un garçon, suivait toujours son papa au champ, à la chasse plutôt, à la cueillette, partout là-bas. Il apprenait déjà. Ouais. À peine circoncis, l'Africain là atteint l'âge de comprendre comment maintenant chasser seul, aller aussi à la forêt seul, aussi conduire certaines activités et amener certains gibiers à la maison pour la famille. Donc, à l'âge là de 14 montant, l'enfant était déjà capable, on était déjà en mesure de lui dire que tu es maintenant prêt pour te marier. Ouais. Alors, l'autre septantaine, c'est-à-dire l'autre 7 ans plus, en vingtaine, l'enfant déjà commence maintenant à participer dans certaines discussions des adultes, malgré qu'il ne donnait pas son avis. Voyez. Alors, ça c'était une Afrique précoloniale, une Afrique qui savait déjà comment gérer ses affaires seule, une Afrique qui déjà punissait certains actes, par exemple le concept de Chibao, qui est en République démocratique du Congo. L'Afrique précoloniale, c'était un concept vraiment développé. Voyez. Alors, les concepts, par exemple, de l'Ondo, là, malgré que, aujourd'hui, avec l'arrivée de certaines religions, c'est prohibé, mais il y avait une Afrique pareille à celle-là, bien avant. Cette Afrique-là était éveillée. Ouais. Alors, la deuxième étape, c'est que c'est une Afrique coloniale, c'est une Afrique qui commence maintenant à avoir une vision toute autre. La vision d'abord précoloniale, c'était nous regrouper ensemble, vivre ensemble, faire ensemble, ne pas nous dissocier en disqualifiant ou en nommant les choses. Oh non, telle babouche appartient à papa, telle chose c'est pour maman, telle c'est pour l'invité. Non, il n'y avait pas concept d'invité chez nous. Il n'y avait pas concept de tel appartenait à tel autre. Non, tout était pour la communauté. C'était un système de communalisme. On vivait communément comme ça. On n'avait pas les concepts invités. Nyerere lui-même,
dans son concept déjà précolonial, il avait déjà les termes mgeni ni siku ya kwanza, siku ya pili shika jembe twende shambani, manea ikimaanisha kwamba, donc ce qui signifie que l'invité c'est le premier jour, le deuxième jour il faut savoir lui donner la houe et lui montrer le chemin vers le champ. Vous voyez, ce n'est pas seulement Mao, chinois, le président, qui nous a dit qui a dit dans son proverbe chinois qu'il faut jamais donner à quelqu'un le poisson, mais il faut lui apprendre à pêcher. Chez nous, on avait aussi cet adage avec Nyerere. Mgeni ni siku ya kwanza. L'invité, c'est les jours. Non, les visiteurs, c'est aujourd'hui seulement. Le deuxième jour, il faut lui donner la houe, lui montrer où est le chemin vers le champ. C'est-à-dire lui apprendre déjà comment faire pour produire dans la communauté. On avait déjà. Voyez la vision de communalisme. Alors, deuxième étape, c'est l'Afrique maintenant coloniale. C'est l'Afrique qui est réduite à la phase d'un enfant, c'est-à-dire d'un bébé. C'est-à-dire quand les colonisateurs, les colons sont venus, ils ont tout de suite considéré l'Africain comme s'il venait à peine de naître. Donc, Afrique vient de naître. C'est-à-dire, un bébé qui vient de naître doit tout apprendre, malgré qu'il naît avec certaines capacités. Aussi, on oublie cela, n'est-ce pas? À l'enfant, on n'apprend pas à l'enfant à babiller, à faire les bébés. On n'apprend pas à l'enfant à dire maman. L'enfant, déjà, à certains niveaux, commence à le faire. On n'apprend pas à l'enfant à écouter. On n'apprend pas à l'enfant à marcher. Vous le voyez, l'enfant faire déjà des pas. Alors, si l'Afrique était considérée jusqu'à ce niveau-là d'être un bébé qui naît tabula rasa, il n'est né pas avec ses capacités, par exemple, naturelles, alors là, on peut se dire que la vision de l'Afrique coloniale, pendant son époque coloniale, c'était une vision construite par l'autre qui est venu les découvrir. Là, il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire dans cette présence-là des colonisateurs en Afrique, c'était une présence de découverte. Donc, on découvre un nouveau bébé. On ne laisse pas naître un bébé. Alors, il vient de naître, il doit s'asseoir, il doit comprendre. L'Africain n'était pas habitué à s'asseoir parce qu'il était toujours debout, il était toujours sous ses pieds, il marchait, il cherchait toujours comment vivre, comment aller chasser, comment subvenir aux besoins, comment faire vivre son foyer. Ça, c'était précolonial. Colonial, l'Africain doit s'asseoir maintenant. Vous vous asseyez, on vous amène à manger. C'est comme Mao disait, les poissons là qu'on vous donne. Alors, les colonisateurs nous ont appris maintenant à manger, à prendre, à recevoir, c'est-à-dire à rester stable, à s'asseoir. Mais écoutez, la vision là, elle était construite comme ça. C'est-à-dire, on devait apprendre à prononcer A, B, C. Alors que nous savions déjà appeler nos papas par leur nom. Il y avait les noms comme les Abiaruanga. Comment est-ce qu'on ne pouvait pas connaître, écrire nos noms alors que c'était nos noms? Abiaruanga, Nyaka, Chayo. Ouais, nous avions déjà ces noms. Ça, c'est dans l'Afrique. Ça, c'est dans l'Afrique précoloniale, nous avions déjà ces noms-là. Alors, ils sont venus, ils nous ont dit nous devions nous asseoir. Nous devons apprendre. Apprendre quoi? On devait apprendre leur langue, c'est-à-dire ce qui était une découverte, ils nous ont découvert. Et dès le départ, qu'est-ce que nous devons faire? Apprendre leur langue. Le fait d'apprendre les langues occidentales ne nous a pas permis jusque-là d'être appelés aussi être intellectuels, nous a même empêchés. Alors que pour apprendre une langue, tu dois être intelligent pour apprendre la langue, parce que c'est la chose de la rapidité avec laquelle on s'adapte, pas seulement au nouvel environnement, mais aux nouveaux apports. Voyez. Alors ça, c'était déjà une intelligence que beaucoup nous ont refusé ces droits. Hegel, par exemple, et sa suite nous ont refusé ces droits. Voyez. Alors avec ça, c'était dire que l'Africain quand même était intelligent parce que il parlait, il maniait la langue de celui qui est venu les découvrir. Vous voyez l'intelligence jusqu'à ce point. Alors on se pose la question, celui qui est venu, a-t-il appris la langue locale? Non, parce que c'était buté par les complexes. Alors maintenant, dans ce sens, la vision anthropologique africaine à l'époque coloniale, c'était aussi une vision de rigoler les propres Africains, rigoler leurs propres frères africains. Pourquoi? Parce que quand je te vois parler Swahili, alors que moi j'ai fait d'efforts pour parler français, qui est la langue par excellence que l'Africain a mystifié, a glorifié et jusqu'à exempter certains droits quand il parlait français, certains devoirs. Alors,
dites-vous déjà que là, tout celui qui s'est présenté devant cet Africain-là qui a appris la langue de l'Occident, alors était hué parce que tu parlais Swahili. Tu étais quand même un primitif, un être primaire. Vous voyez. Alors, ça, c'était déjà une vision. La vision, c'était de découvrir plus l'autre. D'aller plus vers l'autre. Ouais. Alors, d'aller plus vers l'autre, on perd beaucoup. On perd déjà une fondation. On commence à perdre. Parce que Blaise Pascal dirait toujours que l'habitude crée la seconde nature. Quand on n'a pas une habitude quelque part, on ne se crée pas l'habitude, on ne se construit pas non plus une nouvelle nature. Alors, si par exemple j'avais des traditions que je respectais et la nouvelle est venue, la civilisation est venue, alors je dois devoir laisser ma tradition pour aller vers la nouvelle civilisation. Vous voyez, ça c'est une vision coloniale, par la période coloniale. Alors, la période post-coloniale maintenant, je me pose dans mon livre ici au cœur des immigrés. Je me pose maintenant dans mon livre ici. Maintenant devient question de, je suis chez autrui, je recherche maintenant une façon de retourner vers chez moi. Vous voyez, je me sens dans la peau de l'autre. Maintenant, je dois me rechercher. Comment revenir sur moi-même maintenant? Comment revenir moi-même? Disait Léopold Sédar Senghor, en m'ouvrant aux autres, Paris m'a fait découvrir la connaissance sur moi-même. Vous voyez. Alors, à peine que je me suis ouvert aux étrangers qui est venu, je me suis découvert que je me perdais de plus en plus. Je devais retourner sur moi-même. Alors, le fait de retourner sur soi-même devient déjà chasse à l'homme. Je dois commencer déjà à pousser hors de moi les colons qui étaient là. C'est pourquoi l'indépendance est venue. Elle est venue parce que je me suis posé la question, normalement, qui suis-je? Où vais-je avec tout ça? Qu'est-ce que ça me rapporte? Maintenant, je deviens un quémandeur, alors que hier, j'étais un combattant, un batteur. Je me battais pour chercher à manger. Maintenant, je deviens quémandeur parce que j'ai oublié à travailler. Je me suis mis à éteindre les mains comme ça. Maintenant que ça ne vient plus, ces aides-là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois commencer encore à retravailler. Alors, j'ai travaillé. Donc, la conscience commence à revenir. On vivait à l'époque coloniale dans la conscience d'autrui. Maintenant, la conscience africaine commence à revenir à certains Africains, certains pays. Voilà. Alors, quelle est la vision maintenant à cet effet? La vision ici maintenant, c'est l'homme commence maintenant à revenir sur son point authentique, c'est-à-dire retour vers l'authenticité. Il était authentique avant, à un moment comme ça, il s'est distrait, alors il est sorti de l'authenticité, il est parti être un peu artificiel et puis beaucoup plus, photocopie, disons, mascarade. Et maintenant, arrivé ici, maintenant, il commence maintenant à faire retour à l'authenticité. Alors, à cette vision maintenant, il est question ici de l'homme commence maintenant à reconnaître ses anciens rites, ses anciens concepts et ses anciennes façons de faire et de vivre. Voilà la première question, avoir répondu à cette question. Quelle différence y a-t-il entre l'homme anthropologique ou philosophique? Aujourd'hui, il y a une différence disant, quelle est la différence surtout entre l'homme anthropologique à l'homme philosophique? Écoutez, en ce que je dis précédemment, l'homme philosophique, l'homme anthropologique plutôt, c'est un homme qui est beaucoup plus social, culturel. Il est beaucoup plus bougé par les concepts culturels. Il est beaucoup plus bougé par les prescriptions collectives. Ouais. Et il est beaucoup plus aussi ému par les préceptes externes. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus en dehors de lui. Parce qu'il doit découvrir son environnement. Il va découvrir l'autre. Il va découvrir les composants de sa culture. Ouais. Je ne dis pas fugitif, mais il est beaucoup plus dehors de soi. Ouais. Il est dans les questions de comment faire ça, qui a fait ça. Ouais. Ça, c'est un homme anthropologique. Un homme qui voit l'autre, il les considère selon ses émotions journalières. C'est-à-dire, je te vois et je te considère selon aussi ma race.
Ça, c'est un homme anthropologique. Un homme anthropologique, c'est aussi considérer l'autre selon sa religion. On s'aide beaucoup plus aujourd'hui parce que tel vient de ma religion. L'homme aujourd'hui se retrouve dans la vie parce que tel vient de ma tribu. Tel autre est négligé parce qu'il s'est critiqué que tel autre n'est pas de sa circonscription. Ouais. Alors, voilà où on s'est dit l'homme anthropologique se situe. Il se situe dans la définition de l'homme. Tu vois, qui est l'homme? Qui est l'autre? Voilà. On s'est dit qui est l'autre? L'autre est rwandais, l'autre est tanzanien, l'autre est tunisien, l'autre est marocain. Donc on est resté dans qui est l'autre. Ouais, ça c'est purement de l'anthropologie où on se pose de pareilles questions. Alors, l'inconvénient ou l'avantage, c'est que, pour ça aussi, l'avantage, c'est qu'on parvient quand même à connaître l'homme avec qui on parachève les paradis ensemble, donc les chemins vers les paradis ensemble. Mais les désavantages, c'est qu'on commence à être à la garde maintenant parce que je connais l'autre, alors je dois être dans mes gardes. Et je dois pas me séparer, mais être prudent de l'autre. Donc on commence à soupçonner l'autre. Ouais, il y a les concepts poison est entré, concept suicide est entré, concept guerre est entré, concept tribalisme est entré. Ouais. Alors, toutes les phobies possibles sont entrées parce qu'on est en train de classifier tel selon ce qu'il a, selon ce qu'il fait. Ça, c'est l'anthropologie typiquement. Maintenant, comparé à l'homme philosophique, c'est juste quitter l'extérieur pour rentrer vers soi. Se pose cette question, alors nous posons aussi cette même question. C'est l'homme qui se pose la question, comme a répondu à Bernard Bivens. C'est Louis Mpala, le philosophe que j'ai élaboré dans mon travail. Il répondait à Seb Bivens, qui aussi est revenu sur les mêmes erreurs de nos amis, les philosophes qu'on appelait excellents philosophes de l'Occident, Hegel, Kant, même notre ami qui a fait beaucoup d'expériences, qui a passé beaucoup de temps ici en Afrique, que vous connaissez très bien, qui a écrit son livre sur l'homme stupide. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui. Plutôt l'homme primitif. Ok? Alors, vous voyez déjà, nous sommes dans un monde où on avait été refusé certains droits de dire que nous n'avons pas la philosophie en Afrique parce que peut-être certains préjugés, c'est parce que nous ne contribuons rien à la civilisation, parce que nous n'avons pas une histoire, parce que nous réfléchissons par les fesses, parce que nous ne sommes pas intelligents, parce que nous avons la queue. Alors, tous ces préjugés nous poussent à dire notre professeur Louis Mpala un point, c'est-à-dire c'est dire que même l'Africain, c'est un être philosophique. Pourquoi? Parce qu'il sait se poser la question pourquoi? Pourquoi j'existe? Le fait de se poser la question pourquoi j'existe permet à cet Africain à chercher une réponse qui dépasse son entendement, qui dépasse même les réponses palpables qu'il a de tous les jours. Ouais. Alors, pourquoi j'existe a poussé l'homme à se créer son Dieu, à chercher toujours, à se fier vers un être suprême. L'Afrique précoloniale avait déjà l'existence des dieux. Il avait déjà l'essence là des dieux. Malgré que les dieux là étaient beaucoup plus découverts dans nos montagnes où l'Africain partait adorer. Parce que la religion est venue, la religion, disons aujourd'hui chrétienne et musulmane, serait venue dans l'époque surtout coloniale. Ces religions-là nous ont apporté un bénéfice aussi de dire que Dieu n'est pas seulement en dehors de l'homme, Dieu est en l'homme. C'est-à-dire il faut voir à chaque homme une image de Dieu. C'était déjà un fait positif et un avantage pour l'Afrique, pour l'Afrique postmoderne. Alors, le fait aussi de dire africain, un philosophe, ou disons, différence entre homme africain anthropologique et homme africain philosophique, c'est-à-dire que dans l'Afrique précoloniale, il y avait les hommes philosophiques parce qu'ils se disaient « Pourquoi je vis ?» Alors, si je vis, je dois me nourrir. Si je vis, je dois constituer une famille. Vous voyez? Donc, la question là était toujours là.
des pourquoi. Donc la philosophie africaine a existé bien avant l'arrivée même des colonisateurs. C'est-à-dire, l'homme s'est posé cette question. Et l'homme a continué, l'Africain a continué de se poser la même question jusqu'à maintenant. Pourquoi voir, comment voir cette question? La réponse est que les livres, oui, parlent de l'immigration, c'est-à-dire que l'homme se pose la question, le pourquoi je souffre maintenant? Pourquoi je suis en Afrique maintenant? Je dois aussi aller voir de l'autre côté. Vous voyez? Alors, ça, c'est une question qu'il est en train de répondre. Pourquoi je vis? Alors, la philosophie africaine n'est pas dans l'être seulement, dans l'être, mais c'est dans l'existence de l'homme. Le fait d'être là, de se poser la question, montre le niveau de raisonnement de ce peuple. Ouais. Alors, le fait de voir comment ils résolvaient leurs problèmes bien avant, ça montre combien ils ont été en mesure de raisonner et de pousser très loin leurs pensées. Pourquoi seulement Blaise Pascal est marxiste? Pourquoi seulement Blaise Pascal et non pas... pourquoi seulement Blaise Pascal et Marx, les marxismes? J'allais dire ici que, cher ami, Blaise Pascal, que j'ai pris dans ses travaux, c'est un philosophe que je vais me rejoindre dans les autres pensées des autres philosophes existentiels pour joindre Blaise Pascal dans la philosophie existentialiste. Aussi pour l'information, c'est que ces livres ne parlent pas seulement de Blaise Pascal, malgré qu'il est pris en grande quantité. Ici, ces livres parlent beaucoup de philosophes, de Louis Mpala, que j'ai parlé longuement, de personnalisme de Emmanuel Mounier, qui d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé l'une de ses phrases clés, c'est que le personnalisme n'est ni communautarisme, non plus l'individualisme. Parce que si le personnalisme de Mounier était un communalisme, ça allait pousser l'homme à penser beaucoup aux autres et à s'oublier, à penser de soi-même. À s'oublier signifie à oublier, à se dire mais qui suis-je? Vous voyez, le communalisme, on a la tendance de tomber dans les groupes et c'est fuir ses, pas fuir ses responsabilités, mais fuir la chance de la récollection, c'est-à-dire des pensées, de l'introspection. Vous voyez. Et puis, l'individualisme, c'est cette philosophie, disons aujourd'hui nietzschéenne ou bien schopenhauerienne, où on s'est dit beaucoup plus, je dois d'abord, avant que l'autre ne soit, ou bien ce que nous avons, ce que les autres ne doivent pas avoir. Ouais. Alors, le fait de se voir comme ça, on s'oublie. Alors, pour le personnalisme, on n'est ni communaliste, non plus personnaliste. Alors, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Ouais. Alors, il y a aussi Marx qui est développé ici. Il est développé dans le sens de voir combien les relations humaines aujourd'hui sont traitées. Donc, comment nous côtoyons. Nous nous côtoyons selon certains avantages. Ok? Et puis, ça devient, c'est-à-dire un système de... On se construit d'abord nous et on ne laisse pas la chance à l'homme de dépasser son raisonnement au-delà de la communauté. Et puis après, nos intérêts ne doivent pas être primés par les autres intérêts. Ouais. Opprimés par les autres intérêts des autres personnalités. D'abord l'intérêt de la société, de la communauté. Cet intérêt-là doit promouvoir dans l'effort de tout le monde. C'est-à-dire tout le monde doit y être fortement. Ouais. Alors, il y a l'insuffisance de permettre à l'homme de vivre aussi librement. Parce que là, on apprivoise sa liberté. Vous voyez. Et puis après, Blaise Pascal, pourquoi? Parce que Blaise est quelqu'un qui montre le chemin à suivre si on veut vivre avec l'autre. Parce que c'est un livre qui parle de l'immigration, ça parle de l'autre.
Un migrant, c'est qui? L'autre là, qui est-il? Vous voyez, parce qu'on a tendance à les considérer tel un sous-homme. Vous voyez, quand tel qui migre vers tel endroit pour la recherche de la bonne vie, alors nous avons tendance de les sous-estimer. Ouais. Alors, le fait de les sous-estimer nous permet de soustraire déjà certaines potentialités de celui-ci, de ces derniers. Ouais. Alors, Blaise Pascal, c'est celui-là qui nous permet de dire on s'approcherait aux hommes avec trois catégories de manière de faire. On s'approche de l'homme avec un, la coutume, deux, la spiritualité et trois, avec les cœurs. Pour Blaise, les cœurs seraient les moyens les plus faciles de s'approcher à l'homme, à l'autre, disons à Dieu, à l'autre. Ouais. Alors, quand on s'approche avec cœur, on sait sentir les douleurs de l'autre. On sait voir comment l'autre souffre. Et on sait l'aider. Et quand on l'aide tant comme un être humain. Alors, j'ai utilisé Blaise ici aussi pour dire que tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, ce n'est que vanité. Donc, repousser l'autre de telle accession, c'est vanité. Ouais. Vanité, pourquoi? Parce que l'homme là lui-même, là, c'est un roseau pensant. C'est-à-dire, si vous enlevez seulement la pensée, à l'homme ici, il devient un bois sec qui manque l'importance. Alors, pour avoir aussi la pensée comme pays, il faut avoir les raisonnements des différents endroits, des différents peuples pour permettre à ce qu'on évolue. Par exemple, certains pays aujourd'hui n'ont pas été conçus par les richesses propres de leur sous-sol. Les autres richesses ont participé pour construire ces pays-là. Alors, ouais. Alors, dans le sens que nous avons besoin de l'homme qui utilise beaucoup plus sa pensée. Et sa pensée là qui lui donne la dignité de vivre. Parce qu'en dehors de la pensée, l'homme n'est insensé. Vous voyez. Alors, c'est dans cette perspective que je suis en train d'utiliser Blaise Pascal dans ses livres. Donc, permettre Pascal à raisonner tout autour pour permettre à l'homme à toujours voir devant lui, dans son cœur, les dieux. Il doit parier pour lui, pas pour autre chose, seulement pour les dieux là. Pour dire que malgré que j'aille à gauche et à droite, je dois revenir à moi-même. À moi-même. Dans moi-même, il y a Max Scheler. Ici, il y a Scheler. Dans le cœur de l'homme se cachent les valeurs éthiques. C'est où l'homme doit finir. Finir à aller trouver la vraie valeur éthique, qui est la valeur spirituelle. Vous voyez, la valeur de Dieu, l'amour de prochain, vivre vrai. Vous voyez. Alors, c'est ça où se cache l'homme. Au cœur de l'immigré. Qu'est-ce qu'il y a? C'est où se cache l'homocentrisme de Louis Mpala, si je comprends très bien. Vous voyez. Alors, c'est ça. C'est ça parce que ça nous permet aussi de se dire que voilà que nous avons besoin d'être tous ensemble, être humains, mais de respecter, maintenant que le monde a évolué, de respecter certaines limites, disons ainsi, parce que nous devrions nous dire la vérité en face, qui nous permettra aussi à évoluer. Évoluer dans le sens humain, c'est-à-dire comme race humaine, nous devons évoluer ensemble. Personne n'est venu accompagner les autres. Au cœur des immigrés, peut-on savoir le soubassement de ton livre? Au cœur des immigrés, peut-on savoir les soubassements de ton livre? Voilà les soubassements de mon livre. C'est vivre vrai. Les soubassements de mon livre, c'est les Africains doivent comprendre que l'immigration clandestine, je réserve à la prochaine vidéo, à mon prochain livre. Il y a tout un livre sur ça. L'immigration clandestine. Il y a tout un livre sur ça. Bienvenue, merci beaucoup. La vision, c'est qu'on doit découvrir les livres. Ça s'appelle Au cœur des immigrés, homocentrisme ou postmodernisme. Ça se trouve sur toutes les plateformes possibles. Écrivez sur Google, vous trouvez ça dans toutes les plateformes possibles. C'est écrit en italien Nel cuore degli immigrati.
La version française bientôt sera publiée. Merci.